Bonjour, nous allons nous entretenir avec Dominique Jacomet, ici présent, qui est président d'honneur d'Euratex, qui est une organisation qui regroupe les industries textiles à l'échelle de la grande Europe, une Europe qui va au-delà de l'Union européenne. Et puis auparavant, Dominique était directeur général de l'Institut français de la mode, où nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis encore auparavant, Dominique Jacomet était industriel. Il a longtemps travaillé dans l'industrie textile en France. Et c'est à ce titre, et aussi au titre du fait qu'il est économiste, que nous allons nous entretenir avec lui pour comprendre l'importance de l'industrie de la mode et de l'habillement dans le monde aujourd'hui, et surtout les problèmes et défis auxquels elle est confrontée. Donc merci Dominique. Merci Lucas. De nous dire peut-être pour commencer ce que ça représente l'industrie de la mode dans le monde aujourd'hui, en volume de salariés, d'employés. Je crois que c'est une des plus grosses industries dans le monde. Et puis peut-être si on avait quelques points de repère pour en mesurer l'importance économique à l'échelle globale. Je crois que ce qui est important en effet, c'est d'insister. Je crois qu'on ne le fait pas suffisamment sur le fait que la mode, c'est une industrie. Et donc c'est une chaîne de valeur longue, puisque ça commence avec les matières premières, ça se termine chez le consommateur, et c'est une chaîne complexe, en effet mondialisée, comme vous l'avez souligné, avec de nombreux acteurs, et qui permet à une très grande variété de business models d'éclore. Au fond, c'est quand même très différent selon qu'on est sur le segment du luxe ou le segment de ce qu'on appelle le mass market, avec ces grandes machines que sont Inditex ou H&M. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises, même de très petites entreprises, dans le secteur de la création, sur des niches particulières. Alors, on n'a pas de chiffres globaux tellement fiables, mais on sait que ça se chiffre évidemment par dizaines de millions de salariés, sûrement au-delà de 30 millions. Mais si on prend par exemple le cas de la France, qui a été étudié, on est toujours surpris d'ailleurs quand ce chiffre est communiqué, c'est 3% du PIB, et c'est plus que l'automobile, et beaucoup plus que l'aéronautique. Et dans le cas français, c'est 600 000 emplois directs, et c'est environ 1 million d'emplois indirects. Donc c'est une industrie qui joue un rôle important dans l'économie française et aussi d'ailleurs dans l'économie européenne. Alors, c'est une industrie en crise, à tout le moins en Europe et en particulier en France. On est depuis 10 ou 15 ans dans un recul du marché et paradoxalement, il y a de plus en plus d'acteurs. Oui, alors je crois qu'en effet, vous avez raison, il faut insister sur le choc que l'on vit, qui est un choc massif, qui est un choc qu'on ne pouvait pas prévoir parce qu'il est de nature exogène, comme on dit en économie. Donc un choc massif au cours du premier semestre qui a touché l'offre, puisque le choc de la pandémie ont fermé, absolument, le choc du Covid, et qui par ricochet touche la demande. Alors pour avoir quelques ordres de grandeur, là aussi c'est des chiffres tout à fait estimés, mais on considère par exemple dans l'Union européenne, c'est 30% de chiffre d'affaires qui a disparu. C'est considérable. Ça fait à peu près 50 milliards d'euros pour avoir un ordre de grandeur. Et si on prend le cas de la France, la consommation des ménages en textile habillement est en recul de 20% depuis le début de l'année. Donc c'est tout à fait considérable. Alors il y a un phénomène de rattrapage qui est très récent, qui date de juillet-août, qui est évidemment difficile à mesurer, qui tient à deux éléments. D'abord, il y a une économie mondiale qui est moins touchée, paradoxalement, que les autres. C'est celle qui est à l'origine du Covid, c'est l'économie chinoise, qui, selon les informations qu'on a, tire un petit peu l'activité du luxe. Donc, on verra quand le luxe communiquera ses chiffres, mais c'est un élément positif. Et puis, on a dans les pays européens une reprise de la consommation. Par exemple, en France, c'est plus 7% au mois d'août. Donc, c'est un chiffre, évidemment, qui n'est pas habituel pour ce mois de l'année. On verra, compte tenu des incertitudes, ce qu'il en est. Mais il faut bien voir que
un certain nombre d'entreprises ont été fortement fragilisées. Elles tiennent parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, de type chômage partiel, prêts, etc. Mais on ne voit pas encore l'ampleur des dégâts. La crise de 2020, elle est très particulière, énorme, on a bien compris. Mais sur une échelle de temps un peu plus longue, ça fait plus de 10 ans que, au moins en France, on a un marché en crise profonde. La part de l'habillement dans les budgets des ménages n'a cessé de décroître. On voit que le seul marché qui croît véritablement aujourd'hui, à part le luxe qui est très particulier, mais on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est la revente, la seconde main, l'occasion. Tout ça change en profondeur les données de base de ce marché, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est vrai que cette crise, on aura l'occasion d'en parler, accélère un certain nombre de tendances qu'on avait observées déjà avant. Par exemple, si on parle de la consommation, l'augmentation continue des dépenses des ménages sur Internet, des ventes sur Internet, s'est considérablement accéléré dans la période récente. Donc c'est vrai que c'est un accélérateur, on va le voir, c'est un accélérateur d'un certain nombre d'évolutions préexistantes. Ça creuse aussi les inégalités entre business models. Vous parliez du luxe, et c'est certain que le luxe sortira, compte tenu du poids des grandes entreprises du luxe, de leur capacité financière, tirera son épingle du jeu. Nike vient de publier des résultats qui sont plutôt positifs. Donc dans le domaine du sport, par exemple, on voit que les choses se passent bien. À l'inverse, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment dans tout un secteur de la distribution qui était déjà en difficulté avant et qui, évidemment, maintenant est considérablement fragilisé. Parmi les grands acteurs qui dominent le marché en Europe, on pense à H&M ou à Zara, ou en tout cas ces mastodontes de la mode. Est-ce que ces grands groupes sont touchés de plein fouet par la crise qui se produit actuellement? Ah oui, ils sont tous touchés. Et comment vont-ils passer à l'étape suivante? Est-ce que ça veut dire beaucoup de magasins en moins? Est-ce que ça veut dire un passage sur le commerce en ligne de manière massive? Comment vont-ils adapter leur modèle? Ils ont d'abord des capacités d'adaptation. Parce qu'il y a une chose de s'adapter, puis il y a une chose de pouvoir s'adapter. Donc eux peuvent s'adapter, parce qu'ils ont les ressources en capital, les ressources humaines pour le faire. Alors, dans quelle direction? Évidemment, l'Internet. Ils vont considérablement développer ce segment. Ils vont également essayer de diversifier leur offre et notamment de s'inscrire dans le mouvement, qui est un mouvement très long, sur le développement durable. On voit en matière notamment de recyclage. Tout ça, on est au début d'un phénomène. Mais ils vont progressivement adapter, transformer, on ne sait pas encore exactement de quelle manière, le modèle de la fast fashion. Et ils vont bien évidemment aussi prendre des mesures que toute entreprise prend en période de crise, de rationalisation de leur parc de magasins, si nécessaire. On a vu que des milliers de magasins Zara avaient fermé cette année. Est-ce que la notion de fast fashion, qui a dominé le débat économique dans la mode depuis 10 ou 15 ans, même peut-être un peu plus, est-ce que ce mot est en train de perdre son sens? Ou est-ce qu'il est en train de changer de signification? Il est incontestablement, je dirais, en crise. Mais c'est complexe. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez une demande qui subsiste du consommateur, guidée par les prix, guidée également par le renouvellement de la demande. Et quand on interroge les très jeunes générations, notamment la génération Z, on est surpris, si vous voulez, de l'accueil qu'ils font aux marques qu'on vient de citer. Donc vous avez d'un côté ce phénomène, et de l'autre côté, vous avez cette pression sur le développement durable, sur, on en parlera, une nouvelle approche de la mondialisation, qui les conduit à remettre en cause le modèle. Mais je ne crois pas qu'on va avoir une situation où on va passer soudainement de la fast fashion à la slow fashion. Pas de grand soir. Non, il n'y aura pas de grand soir. Alors, sur le développement
durable, c'est évidemment un des grands défis, puisque le thème de notre conversation, ce sont les défis. Donc j'en avais évidemment, c'est pas un scoop, identifié 3, celui de la mondialisation, celui du développement durable et celui du digital. Donc plus spécifiquement sur le développement durable, je crois qu'il y a plusieurs évolutions intéressantes. La première, c'est qu'il est moins vu par les opérateurs, donc du côté de l'offre, comme une contrainte que comme une opportunité. Et on voit progressivement que ça peut être un élément de compétitivité hors coût. Par exemple, si on propose des vêtements recyclés, ils seront pas au même prix, mais ils présentent un intérêt pour le consommateur qui s'inscrit dans cette démarche de développement durable. Et de ce point de vue-là, l'Europe, et c'est une bonne nouvelle, est bien placée. Parce qu'elle est mieux placée que les États-Unis et les pays émergents par les efforts qu'elle fait. Il y a une très grande initiative qui est celle du Green Deal. Et elle est bien placée aussi parce que le luxe, c'est un peu l'expression du développement durable. Le luxe implique la durabilité et compte tenu de son niveau de prix, il peut être assez exemplaire, que ce soit en matière d'environnement ou de responsabilité sociale. C'est un mouvement qui est en marche de façon inexorable maintenant. Alors évidemment, ça va prendre du temps. Il y a encore un très long chemin. Je voyais que dans le monde aujourd'hui, il y a 1% des textiles qui sont recyclés. Donc on a une très longue marche devant nous. Le rythme, parce que c'est ça qui compte, le rythme va être guidé, je dirais, est-ce que ce sera rapide, lent, etc., va être guidé par le consommateur, parce que lui, il devra faire un certain nombre d'arbitrages. Il ne fera pas seulement qu'il dise « Ah, j'aimerais, je suis conscient de, etc. », mais qu'il passe à l'acte. Et aussi par la transformation de la fast fashion. Parce qu'il est évident que le système actuel, j'ai dit, va évoluer, même s'il n'y aura pas, comme on l'a dit, de grands soirs. Moins d'usines au Bangladesh ? Il y aura autant d'usines au Bangladesh, peut-être même d'une certaine manière plus, bien que toutes ces entreprises cherchent à diversifier leurs risques, mais d'une autre manière, avec des pratiques quand même, ça mettra du temps, qui seront de plus en plus, je dirais, positives, en tout cas qui essaieront de réduire ce gap terrible qui avait été révélé par le drame du Rana Plaza en 2013. Vous avez quand même toute une démarche. On a parlé des guidelines de l'OCDE qui ont été publiés en 2018. Vous avez une loi en France sur le devoir de vigilance, au-delà même du recyclage, sur cet aspect social. Donc on voit que là encore, il y a un mouvement inexorable qui commence. Et là aussi, le consommateur doit se prononcer, parce que c'est quand même lui qui arbitre entre du Made in Bangladesh ou du Made in Portugal ou du Made in France. C'est les deux phénomènes. Vous avez une pression de la part des ONG, et notamment sur le mass market. Je dirais que le luxe a créé en quelque sorte une pression interne. Il a un peu devancé parce que compte tenu de son positionnement prix, de son excellence en matière de qualité, il est évident qu'il doit être exemplaire dans ce domaine. Donc là, il a pris une certaine avance. Et ce qui est important, c'est un peu comme quand on a créé les fonctions sur les systèmes d'information ou avant sur les ressources humaines, c'était des spécialistes et il faut que ça passe aux opérationnels. Et donc c'est ça le mouvement qui doit être entrepris. Et par exemple, ça doit être intégré, un certain nombre d'entreprises le font, dans la fonction de sourcing. Donc qui est une fonction opérationnelle où on va sélectionner les fournisseurs, réaliser un certain nombre d'achats et incorporer cette dimension de développement durable. Puisque le Rana Plaza est quand même l'expression de quelque chose qui n'allait pas, par exemple. Oui, et il est certain qu'il y a eu une vision, d'ailleurs qui était partagée par bien d'autres à un moment, je dirais d'une mondialisation heureuse, allant au Bangladesh. Que serait le Bangladesh aujourd'hui s'il n'exportait pas autant de vêtements ? Ce serait un pays encore beaucoup plus pauvre. Donc, si vous voulez, il y a eu toute cette période un petit peu de
d'euphorie. Il y a eu également une euphorie sur la consommation. On a ouvert beaucoup de mètres carrés de vente et aujourd'hui, la correction qui a lieu à l'occasion du Covid se serait manifestée peut-être plus lentement, mais d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette période, si vous voulez, d'euphorie du début des années 2000 et aujourd'hui, on rentre voilà, dans une période où il faut être plus réaliste et beaucoup moins et beaucoup plus empirique, je dirais. Et il n'y a pas de one best way, il n'y a pas de solution miracle. Est-ce qu'il y a eu une mode correspondant à cette exubérance mondialisée dont vous venez de parler, et une mode qui correspondrait à de nouvelles valeurs qui s'inscrivent, qu'on voit s'exprimer à travers nos étudiants, par exemple, hein, de respect de l'environnement. Est-ce que vous constatez que les jeunes s'habillent autrement, changent moins de vêtements ou sont moins sensibles au style? Je le disais tout à l'heure, j'en suis pas certain. En tout cas, aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, c'est pas quelque chose qui apparaît. Il y a toujours cette contradiction qui est présente. Mais il y a quand même une tendance à davantage de sobriété, à se dire quand même que les ressources sont limitées. Et si on doit habiller 9 milliards d'êtres humains aux alentours de 2050, il y a un vrai sujet. C'est comment va-t-on pouvoir le faire? Donc faudra bien, si vous voulez, qu'on évolue d'une manière ou d'une autre. Et la mode, c'est paradoxal, parce que les affaires de mode qui marchent bien, ce sont celles qui ont des produits permanents. Et ça depuis toujours, c'est pas une nouveauté des années 2020. Donc la mode est complexe de ce point de vue-là. Puisqu'on parle de la mondialisation comme deuxième grand chantier après ou avec le développement durable, est-ce qu'il y a une nouvelle géographie de la mode qui se dessine, avec des relocalisations éventuelles, une nouvelle façon de fabriquer, une industrie dont les critères de réussite sont différents de ceux d'il y a 30 ans, une robotisation éventuelle? Alors je crois qu'il y a là aussi les choses ne sont ni noires ni blanches. La mondialisation ne va pas disparaître. Il n'y a pas de mouvement de démondialisation profond. On n'imagine pas que H&M et Inditex, pour ne citer que, se mettent à fabriquer tous leurs produits dans le pays d'origine. En plus, s'agissant de la Suède, ce serait impossible, ou même en Europe. Donc ça, c'est une chose dont il faut être pleinement conscient. À côté de ça, il y a une autre mondialisation qui se dessine avec plus de régulation. Alors, elle se fait d'ailleurs par le développement durable. On voit que tous les thèmes, si vous voulez, les défis sont liés. Il y a de plus en plus de normes environnementales, et donc ça crée, si vous voulez, un peu plus de fair trade en quelque sorte. On pense beaucoup à la taxe carbone, qui sera un élément aussi, si vous voulez, de régulation de la mondialisation. On a dit un mot de meilleures pratiques en matière de sourcing, etc. Donc on voit que c'est pas tout à fait la même mondialisation qui se dessine. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle est très concentrée, parce que quand on parle de mondialisation, c'est l'Asie qui fait 60-70% du total. Donc, c'est pas du tout l'ensemble des pays de la planète. Donc, il va y avoir aussi une plus grande diversité, et peut-être que davantage de pays vont avoir accès. On parle aujourd'hui de l'Afrique, on cite souvent l'Éthiopie, mais même en Asie, on voit des économies comme le Cambodge, comme le Vietnam, se positionner. Et puis, donc, les entreprises ont besoin de diversifier leurs risques. On a vu le problème des masques, et des difficultés d'approvisionnement. Donc, tout ça, c'est des éléments de rééquilibrage. Alors, il y a un autre élément de rééquilibrage, c'est, vous avez prononcé le mot, de relocalisation. Alors là, je dirais qu'il y a deux aspects qu'il faut distinguer. Il y a les relocalisations stricto sensu, c'est-à-dire des activités qui étaient délocalisées et qu'on rapatrie dans le pays d'origine. Alors là, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on regarde évidemment les volumes, les grandes masses, c'est un phénomène qui, pour l'industrie de la mode,
est observable, mais enfin reste marginal. Il faudrait que la valeur des produits soit considérée comme stratégique. Il faudrait. Voilà. En revanche, il y a un autre aspect qui est qu'on observe que beaucoup d'entreprises, soit existantes, soit nouvelles, ont fait le choix de localiser et de ne pas délocaliser leurs activités de production. Et là, il y a plusieurs éléments qui jouent positivement. D'abord, elle se positionne sur des niches qui ne concernent pas un nombre très élevé de consommateurs, mais un nombre de plus en plus important de consommateurs qui souhaitent vraiment acheter un produit qui a été fabriqué près de chez eux. Et si on prend le cas de la France, qui soit made in France, il y a tout un marketing autour de ça. On connaît tous un certain nombre de marques. Ce sont des niches, mais elles peuvent croître. Et puis, il y a en effet des éléments là de plus long terme, mais qui sont à l'œuvre et qui peuvent ouvrir d'autres possibilités. Toutes les technologies numériques, évidemment. La robotisation, l'industrie de l'habillement, la confection est jusqu'à présent très peu robotisée. Bon, elle pourra peut-être l'être plus. Surtout si on considère que c'est intéressant. Jusqu'à présent, ça ne valait pas la peine de mobiliser beaucoup de capital dans la robotisation. Donc, on va avoir un système où vraisemblablement, on pourra avoir des unités de production plus petites, faisant d'ailleurs en quelque sorte de la personnalisation. Et alors, ce sera plus consommateur de capital. Donc en termes d'emploi, ça n'aura pas un impact énorme, mais ça pourra donner justement des nouveaux business models qui sont soutenables. Donc ça c'est en effet à souligner. Et là encore, l'Europe, on oublie souvent, mais il y a une base, si vous voulez, existante, qui peut se développer dans ces conditions-là. Vous avez 160 000 entreprises dans ce secteur en Europe, c'est assez considérable. Et c'est toujours le deuxième exportateur de textiles et de vêtements dans le monde, après la Chine. Loin derrière, certes, mais c'est le deuxième. Par exemple, elle a exporté, là, en 2019, l'Union européenne, 26 fois plus de vêtements que les États-Unis, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer l'Europe à des pays émergents qui n'ont pas les mêmes structures de coûts. On a parlé de la Chine. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de faire une prospective de la place de l'économie chinoise dans l'économie de la mode à horizon de 10-15 ans? Alors, elle change, parce que ce qu'on observe, c'est que la Chine est rentrée dans cette industrie, comme d'autres pays d'ailleurs, par l'habillement. Et aujourd'hui, elle s'intéresse beaucoup plus au textile, et donc elle devient la principale et la première industrie textile mondiale, et elle commence à délocaliser son industrie de l'habillement à l'intérieur de la Chine, vers les régions centrales, moins chères, et donc quittant les régions côtières. Et aussi, on le sait, elle est à l'origine du développement au Bangladesh, au Vietnam et au Cambodge. Donc on voit qu'elle est en train complètement de modifier son positionnement. Donc elle va rester un acteur, mais elle suit un peu d'ailleurs le chemin de la Corée du Sud, dont on parlait beaucoup, qui faisait partie des dragons des années 80, qui elle-même a complètement quitté le secteur de l'habillement, s'appuyant beaucoup sur la Chine et plutôt dans des textiles haut de gamme. Donc elle suit tout à fait ce chemin. Donc il y a un changement majeur. Et la Chine comme marché privilégié pour les maisons de luxe européennes, vous voyez cette évolution continuer ou... Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, la Chine n'est qu'au début de cette évolution. Alors évidemment, elle va sûrement, dans les années qui viennent, sa consommation va s'adresser plus à des producteurs
interne, mais ça va concerner surtout le moyen de gamme et le bas de gamme, moins le luxe. Le temps des marques chinoises à dimension mondiale n'est pas encore venu. Non, et en tout cas pas dans le secteur le secteur du luxe. Puis il y a les autres pays d'Asie. Donc l'Asie va rester un marché majeur pour le luxe. Mais il ne faut pas oublier l'Europe et les États-Unis d'ailleurs quand on regarde leurs évolutions, c'est aussi des marchés importants. Quelles sont les priorités que vous voyez se dessiner concrètement aujourd'hui? On a parlé du e-commerce, mais le numérique, ça n'est pas que ça. Quels sont les investissements qui s'imposent? C'est le grand sujet, mais juste pour revenir quand même sur le e-commerce, ce qui est intéressant, c'est la vitesse des évolutions, parce que on disait dans certains domaines il y a des évolutions lentes, mais là c'est une accélération incroyable. Quand vous pensez que quand on regarde les 7 premiers mois de l'année 2020 en France, j'ai dit moins 20%, et Internet ça fait plus 11%. C'était en part de marché 15% en 2019. Versus 2% au début des années 2000. Et ça va être vraisemblablement 20%, voire un peu plus, dès 2020. Donc là, c'est un changement tout à fait considérable et qui offre également des chances en matière de mondialisation et de nouvelles mondialisations, et aussi d'ailleurs en matière de développement durable. Et puis, il y a toute la partie, je dirais, immergée, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais immergée de l'iceberg, qui sont donc tous les nouveaux processus qui impliquent du digital, donc tout cet univers de digitalisation des process. Et là, on va aussi avoir ces asymétries, ces inégalités, parce qu'il y a ceux parce que c'est des investissements, on l'a dit, en capital important, donc il y a ceux qui vont prendre ce tournant très vite. Et puis il y a ceux qui le prendront plus lentement parce qu'ils n'ont pas les ressources. Donc dans cette industrie, le dualisme qu'on observe déjà entre ces grands groupes de luxe, les grands groupes du mass market et le reste du secteur risque, à mon avis, de s'accroître. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose en termes, je dirais, global de ce que doit être la mode dans sa diversité, etc. Mais c'est un peu, si vous voulez, ce phénomène qu'on appelle le winner takes all. Il y a et incontestablement des crises comme ça accélèrent ce phénomène. Mais là encore, je crois que un des grands atouts du digital, ça va être de favoriser la proximité. Ben oui, l'industrie de la mode, c'est ça le paradoxe. C'est des produits matériels, mais au service de besoins qui sont de plus en plus immatériels, et ça dans le monde entier. Donc la part du vêtement est importante parce que c'est la parure. Et puis on est ici à l'Institut français de la mode. La création, c'est avant tout la création du vêtement. La haute couture, c'est le vêtement, le prêt-à-porter. Mais on voit quand on regarde les ventes et quand on regarde les marges que c'est beaucoup d'articles qu'on appelait les accessoires, les chaussures, les sacs à main, etc., qui font l'essentiel à la fois du développement et de la rentabilité. Aujourd'hui, une marque, c'est davantage un récit qu'un produit, davantage une relation avec des communautés qu'un circuit de fabrication, etc. Comment vous voyez évoluer ça dans les 10 ans à venir? Tous les secteurs industriels connaissent ce basculement vers plus de storytelling, plus de communication, plus de valeur, plus de les marques, enfin le poids des marques n'a fait que s'accroître et on a l'impression que ça va continuer. Oui, mais je pense qu'il y a un point d'équilibre à trouver entre l'immatériel et néanmoins ce sont des produits qu'achète le consommateur. Donc il y a ce point d'équilibre et on est peut-être allé trop loin sur justement la partie storytelling, construction. Et il faut qu'il y ait un équilibre avec les produits qui doivent être en phase avec ça. Donc
si on vend l'excellence, la durabilité, le luxe, il faut des produits de qualité, irréprochables, faits dans les conditions les plus irréprochables possibles. Donc il y a aussi une implication sur les produits. Et on observe d'ailleurs que plus on est digitalisé, qu'on utilise tous ces outils numériques, plus on s'intéresse aux produits, au savoir-faire, et on le voit notamment chez les étudiants de mode, qui reviennent vers le modélisme, etc. Donc je crois qu'il faut cet équilibre entre ces deux aspects de la mode. On va peut-être s'approcher d'une conclusion. Je sais que dans le contexte où nous parlons, quelques mots sur la recherche seraient bienvenus. Oui, je voulais en effet dire un mot, puisque on s'adresse aujourd'hui beaucoup à un public de chercheurs, et il me semble que dans ce contexte de crise, on l'a dit, aiguë et massive, où se posent beaucoup de questions complexes, on a essayé là d'en aborder un certain nombre, mais on voit que tout était très entrelacé, qu'on est dans des mouvements, on est en mouvement, et qu'on rentre dans une période de changement profond. Je me dis que c'est important pour les chercheurs d'adapter leur programme de recherche à cette situation, à ces évolutions, d'adapter leur agenda, parce qu'ils peuvent apporter, je pense, beaucoup dans la compréhension, et aussi d'accorder une grande place à la recherche appliquée. Je crois que c'est important de renforcer les liens entre les chercheurs et les professionnels. C'est pas évident, parce qu'on voit que finalement c'est des vies un petit peu parallèles, mais je crois que ça doit être une direction pour l'avenir, et également pour les chercheurs de penser en termes d'exécution, parce qu'on pose assez bien, si vous voulez, ces questions du développement durable, de la mondialisation, mais on a besoin d'outils d'évaluation, et on a besoin, et les entreprises ont besoin d'être aussi aidées dans l'exécution. Donc je crois que ce message sur la recherche appliquée me semble d'actualité. Je crois que l'autre message, c'est que il faut être optimiste. Les crises, c'est des moments difficiles, mais je pense que on a la chance d'être en Europe, et l'Europe, c'est un leader dans ces industries, et je crois qu'elle fait ce qu'il faut pour le rester. Merci Dominique. Merci Lucas. Merci à vous.